Heureux de vous retrouver ce jeudi pour ce toast de chaque jour sur la télévision Hémicycle du Bénin. Nous sommes le 30 mai 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. Une nouvelle journée commence comme d'ordinaire. Et si éventuellement quelque chose d'extraordinaire devrait nous arriver, puisque j'en suis concerné aussi, je souhaite que ce soit du wow, de quoi nous faire jubiler. C'est bon pour le moral, c'est un souhait que nous chérissons par ici. TH Matin vous accompagne à cet effet. Une des journaux, bulletin d'information, l'invité sur la toile sont nos différentes escales et la navette qui nous conduit à travers toutes ces rubriques reste de la musique. Aujourd'hui, nous plantons le décor comme... pas comme du béret, c'est ce que je voulais dire pour ne pas être cette remorque de nos frères ivoiriens qui nous prêtent les mots. Une scène de ménage qui nous peint ici. C'est vrai que dans la semaine, depuis le début de la semaine jusqu'ici, nous sommes restés à l'extérieur pour les coups de cœur que nous vous avons proposés en termes de musique. Aujourd'hui, je vous ramène au Bénin pour une scène de ménage, disais-je. Attention à toutes ces femmes qui viennent vous raconter des histoires dormies debout sur vos époux. Elles ont peut-être des intentions pas saines. Vous allez voir des visages que vous avez peut-être vus il y a longtemps dans le paysage médiatique béninois, mais derrière tout ça se cache Patrick Rufino dans Asitié. Bonsoir, bienvenue sur l'édition du journal. Ce soir, les titres comme une tentative de putsch à Cotonou, une femme trompe sa copine dans l'intérêt de lui arracher son mari. L'information fait grand bruit, des détails tout à l'heure dans ce 20h avec Patrick Rufino. Tonton les dos, assis si ronton, alors maïmé, ouais donc, tabaroua. Bon, nous, ouais, dans si on t'y met benjaye. Oh yeah. Dokeni Yue Udo ite wenchubo Hodi dogolui Ite wesu Basi hume Agote Budui Behudonumi Behudonumi Ite wejo Chéri Ite wejo Darling Intronado Huawei Wedo Ete weso Njua wea tunonguma Uwe chukwado Koke klembo donumi Ako baterie bami Atanterie gomie Oh yeah yeah Mede bo kwe bo talba hono wadi Asiche oto we wadoni Doni kwe ni tono ton Asiche si home domi kaka boto si kwe chegwi Owe uwe zongie Nematu O suzan lo koko do honton le swa momi Odon mi dona oti si konyo do sumo lop meche e noni Sans bata Chewa preto e kwa na bebe Uru pagu do você ho fam Ewa monje me do asumi ton e mia no kuni wezo me bajo nele do boto mo do nido Lono me debu e kune me o Adiga ho wezo mo Weto e gbe Wasu koto hami bonu che de suni gbere bare
Asupwa se boni wili bo mwe do amwaka le do po ikato fe na o me wi mahane me yo fo mahane me Fafa Rufino en compagnie de son grand frère, hein, c'est la famille Rufino qui s'associe pour nous offrir à Sitié. C'est vrai que c'est signé Patrick Rufino, mais là où Patrick Rufino est, Fafa n'est jamais loin. Vous avez compris quand je parlais de ces femmes qui viennent vous voir pour vous raconter des histoires que j'appelais des histoires dormies debout sur vos époux. Elles ne sont peut-être pas animées de saines intentions. La preuve ici, in extremis, elle a compris que c'était d'autres intentions qui nourrissaient cette révélation qu'on vient lui faire au sujet de son mari. Il faut qu'on en tire des leçons. On écoutera Patrick Rufino jusqu'à la fin de cette émission, mais il va falloir que ce soit pour battre la mesure entre nos différentes rubriques. Et la première des rubriques ici, c'est celle d'une des journaux. Le Bénin qui prouve à nouveau sa bonne foi pour que reviennent à la normale les relations entre nous, le pays, le Bénin et nos frères du Niger, avec cette délégation, ce message envoyé par le président de la République du Bénin qui est resté sans interlocuteur. Les journaux en rendent compte ce matin dans les kiosques. Nous ouvrons ces unes par le journal Le Télégramme qui informe à propos, en marge de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline à Niamey, le général Tiani refuse de recevoir l'envoyé de Patrice Talon. Et au journal Le Matinal de titrer ce matin, issue mitigée de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline, le Niger confirme sa mauvaise foi. Tiani et compagnie mettent WAPCO en difficulté. Le point de discussion de Niamey dans les colonnes de ce journal. Nous passons à Fraternité. Crise entre le Bénin et le Niger. Talon, diplomate, Tiani inflexible. Le ministre Adambi ignoré à Niamey avec le message du chef de l'État. Le grand mono à propos. Refus de Tiani de recevoir l'émissaire du président Talon. La sortie de crise semble encore bien loin, la brouille politique visiblement plus profonde. Et si le président Patrice Talon se rendait lui-même au Niger, s'interroge le grand mono. Du coin info à propos. En se refusant de recevoir l'émissaire de Talon, Tiani démontre-t-il sa résilience à l'égard du Bénin? Une autre interrogation. Et parlant de résilience, c'est le journal La Nation qui nous informe ce matin que, différent avec le Niger, la CEDEAO salue la résilience du Bénin. Nous restons à la une du quotidien du service public avec cette autre actualité. Nous informe le journal en matière de transparence budgétaire. Le Bénin
champion dans l'espace francophone, lit-on aussi à la une de La Nation. Matin Libre à présent nous parle de cette retombée, cette proposition du Bénin au Brésil, octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants, une nationalité par reconnaissance, titre Matin Libre. Et le télégramme revient avec de précisions, j'allais dire, octroi de nationalité aux afro-descendants. Le gouvernement apporte des précisions, propose le télégramme avec la photo du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Ndongmeji, à sa une. Les 4 vérités, ce journal est aussi dans les kiosques ce matin. Que dit-il? Il nous parle, ce journal, d'un drame dans le département du Koufo. Un jeune égorge un écolier de 11 ans et le sacrifie au fétiche à Toviklen, propose les 4 vérités, entre autres. Et le télégramme revient comme pour confirmer, rituel, le corps démembré d'un écolier retrouvé sur des fétiches à Toviklen. Nous allons finir à la une de Le Grand Mono, puisqu'on parle de Toviklen. Ce journal relaie aussi ce fait. Toviklen, un féticheur tué pour avoir sacrifié un écolier de 11 ans. Les crimes rituels qui malheureusement continuent. Donc j'espère que nous, les forces de sécurité, l'État béninois, le gouvernement trouvera les voies et moyens. Et nous aussi, population, aiderons le pouvoir public à pouvoir nous mettre davantage en sécurité et à décourager ces individus qui se permettent d'ôter la vie à des enfants pour des crimes rituels. Malheureusement, il y a de ces espèces qui existent. Encore voilà pour les quelques titres que nous vous proposons à travers les unes des journaux. Ce jeudi, une des journaux desservis par le bulletin d'information. Océane Amoussou est encore avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, Océane Amoussou, je vous ai entendu faire un ouf quand je parlais de ce crime rituel. Bon, c'est vraiment dommage que ces choses-là arrivent. Moi, je porte mon enfant pendant des mois, j'accouche. Et puis, pour se faire de l'argent facilement, certaines personnes, franchement, c'est même inimaginable. Et c'est des gens, une fois devant la justice, on va commencer par parler de droits de l'homme qu'il faudra pouvoir leur respecter. Ce genre de personnes, dommage que le Bénin a enlevé de son national certaines punitions. C'est vraiment dommage. Le bulletin d'information, ce sera avec vous. J'espère que vous allez pouvoir retenir vos émissions et servir les téléspectateurs. Bien sûr. C'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au bulletin d'information. Dans moins de 3 jours, c'est la journée nationale de l'arbre et tous les esprits sont tournés vers le bilan des actions antérieures en faveur du reboisement. C'est à ce sujet que Saturné Djossou a reçu Gilbert Kouagou, acteur du domaine, pour discuter des efforts environnementaux dans la Takora. On l'écoute. Constatons, nous enregistrons dans les périodes de saison sèche une très forte chaleur. Nous enregistrons une très forte chaleur. Nous avons par exemple le niveau des nappes phréatiques naturelles qui baisse de plus en plus. Et même les forages dans les villages et dans les écoles baissent de plus en plus, débitent très faiblement. Alors, dans ces conditions-là, le bilan n'est pas reluisant. Et il faut noter également que nos ressources en eau, quand nous prenons nos rivières, nous assistons avec regret à l'achèvement. Et quand bien même nous parlons de l'achèvement, il faut mettre l'accent sur l'achèvement précoce. Alors, abattre ces arbres anarchiquement sans en planter, c'est vraiment, ce n'est pas reluisant. Le Petit Coup Plan Bénin s'investit dans la sensibilisation avec les jeunes scolaires pour sensibiliser ces jeunes scolaires à l'éducation environnementale, que nous nommons par exemple l'éducation environnementale inversée. Nous avons compris, nous avons fait le constat et que quand un enfant est bien éduqué sur le plan environnemental, il arrive rapidement à mener
son père pour s'intéresser aux questions environnementales. Nous avons eu des enfants que nous avons formés dans les écoles sur les thématiques initiatiques dans la production de plants et consorts. Et ces enfants ont bien parlé à leurs parents et les parents nous ont contactés pour créer des fermes pour eux-mêmes. Ça, il faut dire que ce sont des avancées. Maintenant, nous pouvons par exemple parler de l'employabilité des jeunes par le fait que nous les formons à produire ces plants fruitiers parce que sur le plan économique, ça fait de l'argent. Non seulement ils ont le savoir, ils sont des moteurs, des ambassadeurs de l'environnement pour faire avancer la lutte, mais ils se font de l'argent à côté et là, les choses avancent très très mieux. Nous faisons ce que nous pouvons par les sensibilisations, nous faisons ce que nous pouvons de façon pratique, car dit-on, une fois sans œuvre est une fois morte. Déjà que nous avons reboisé des périmètres donnés avec les enfants, des jeunes scolaires ou non scolaires, avec la population, si nous revenons en tant qu'acteurs du secteur privé pour faire le suivi et l'entretien de ces plans, je pense que ça pourrait mieux prendre que de rester focalisé et être purement théorique. Nous sommes dans l'action. Lundi dernier, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation des membres du groupe Asana. Ils sont spécialisés dans le domaine de la santé et avec le directeur de cabinet du président Vlavonou, ils ont discuté de plusieurs questions touchant à la santé publique. Suivons le détail. On a été reçu par le directeur du cabinet pour parler de la question de la santé. Notre groupe travaille depuis longtemps dans la santé des populations, l'amélioration des conditions de santé des populations et nous travaillons essentiellement avec la Turquie. La Turquie, on a une vingtaine d'hôpitaux partenaires et aujourd'hui, en suivant l'évolution du contexte en Afrique, nous pensons que la Turquie peut jouer un rôle important dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas de faire forcément des évacuations sanitaires, mais c'est de ramener en fait les soins de qualité vers les populations. Et nous nous activons réellement pour pouvoir gagner ce pari-là. Donc on a présenté ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, parce que c'est la deuxième institution de la République. Nous avons, la première des choses, nous avons rappelé à l'Assemblée nationale que nous travaillerons bien évidemment en complémentarité avec l'hôpital de référence du Calavi, parce que nous travaillons dans la région. On recrute des patients en fait un peu partout dans la région. La deuxième des choses, nous avons proposé au président de l'Assemblée nationale de suivre le dossier, enfin de suivre les honorables en matière de santé, de leur apporter ce qui ne peut pas être réglé sur le plan, de les aider à être évacués pour une prise en charge saine et pour une prise en charge traçable. La troisième des choses, on a proposé à l'Assemblée nationale de nous aider à pouvoir identifier des pathologies qui sévissent dans certaines localités de notre pays pour qu'on puisse étudier la possibilité de réaliser des missions médicales sur place pour soulager en fait les populations. Le directeur de cabinet a été très enthousiaste, il nous a encouragés, il nous a donné aussi les conseils. On a écouté les autres cadres qui ont participé à la réunion. Ils ont tous apporter leur soutien au projet. Ils nous ont dit combien de fois ils sont disponibles pour nous accompagner dans l'intérêt supérieur des populations. Donc oui, nous sortons de cette audience très heureux. Au Proche-Orient, la situation reste tendue avec les bombardements de Gaza par l'armée israélienne. Face à la situation, plusieurs pays commencent à affirmer leur reconnaissance officielle d'un État palestinien. Une situation qui a amené la députée française Cyrielle Châtelain à interroger le gouvernement sur le sujet. C'était hier à l'occasion de la séance plénière consacrée aux questions au gouvernement. Dans la nuit de dimanche à lundi, les bombes israéliennes se sont abattues sur le camp de déplacés de Barkassat. 45 personnes, dont de nombreux enfants, ont péri brûlées vives alors qu'ils se pensaient en sécurité. En vérité, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Depuis plus de 7 mois, nous nous joignons à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Depuis plus de 7 mois, nous nous mobilisons pour un cessez-le-feu. Et en 7 mois, plus de 30 000 personnes ont été massacrées. Benyamin Netanyahou et son gouvernement mènent sciemment une guerre d'extermination des Palestiniens qu'ils considèrent comme des animaux. Selon les mots du procureur de la Cour pénale internationale, le gouvernement israélien
a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie. Rien n'excuse les crimes de guerre du gouvernement israélien. Le bombardement du camp de déplacés n'est pas un tragique accident. Il est la réponse sanglante du gouvernement israélien à la décision de la Cour internationale de justice demandant à Israël de stopper son offensive sur Rafah. La France ne peut pas rester passive. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions auxquelles j'attends une réponse claire. Oui ou non, le gouvernement français va-t-il enfin reconnaître l'État de Palestine? Oui ou non, le gouvernement français va-t-il défendre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne des sanctions fortes à l'encontre du gouvernement israélien? Oui, la situation à Rafah est dramatique. Et c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Sur ce sujet et plus largement sur ce qui se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza, la position de la France, par la voix du président de la République, a été claire depuis le début. D'abord, l'appel clair et ferme à un cessez-le-feu. La France a été l'un des premiers pays, par la voix du président de la République, à appeler à un cessez-le-feu, à prendre des initiatives, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et à contribuer à l'adoption de résolutions appelant à un cessez-le-feu. Je rappelle par ailleurs que la France est le premier pays à avoir largué de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza pour venir en aide aux Palestiniens. La France est très claire également sur un second point, après l'appel au cessez-le-feu, sur l'appel à la libération des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Déjà tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Océane Namousseau. Je vous souhaiterais une bonne suite de journée. Et aux téléspectateurs, le prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 13h30. Le service assuré cette semaine par Ilias Adeleke continuera. Restez donc des nôtres pour vous informer, être au fait de l'actualité parlementaire d'ici et d'ailleurs. TH Matin n'est que notre manière à nous de donner le top de la journée. En route pour retrouver notre seconde rubrique, nous rappelons Patrick Rufino qui nous chante aujourd'hui à Siké. Sukweo Minonjo Honton mi tonton ledo Asi chesi honton Alo maime wedon Tagbahoa Bonu wedo si onti megbenjae Oh yeah Dokeni Yue Udo ite wenchubo hodi dogolue Ite wesu basi hume Agote mudui Behudonumi Ite wejo chéri Ite wejo darling Introna do Hawaii Wedo Ete weso Njua wea tunonguma Uwe chukwado Koke klembo donumi Ako baterie bami Atanterie gomie Oh yeah yeah Mede bo kwe bo talba hono wadi Asike oto we wadoni Doni kwe ni tono ton Asike si home domi kaka boto si kwe chegwi Owe uwe zongie Nema tu Osuzan le koko doa honton le soa momi Odoni
na otisi kunyo do sumulo meje enoni sansa bata Chewa preto e kwa na bebe Urupago do você rom Eu amonde me do assumi ton e miano kuni wezo me bajo nele do boto mo do nido Loro benevo e kune meo Adiga ho wezo mo Weto e bele Wasu koto hami bonu chede suni kwele bare Asukwa se koni wili bonu we Do Amokale do po Imando fena o Mais oui, ma honey, yo for ma honey, man. La caméra en face, c'est bon. Si ronton, alors maïme, ouais donc, tabaroua. Bon, nous, ouais, dans si on t'y met benjaé. Oh, yeah, yeah. Tokeni Yue Udo ite wencho bo hodi dogolui Ite wesu basi hume Agote mudui Beho donumi Ite wencho chéri Patrick Rufino qui nous chante à Sithieu. Oui, c'est vrai que l'homme, après cette sortie qui fait quand même un bon nombre d'années déjà, a d'autres actualités qu'on pourrait vous proposer. Mais TH Matin, vous savez que chaque jour, il faudrait qu'on vienne ici avec un coup de cœur musical. Et nous reviendrons certainement avec tout ceci. Il faut parfois faire un voyage dans le passé pour connaître les spectateurs qui sont d'une certaine année et plus récente, je dirais, puissent savoir que la musique au Bénin, elle a commencé quand même pas d'aujourd'hui et qu'il y a des choses qui ont été faites par le passé. Patrick Rufino est donc celui qui nous accompagne depuis ce matin à travers nos différentes rubriques. Il est temps pour nous de retrouver notre invité. De la technologie au service des humains, c'est ce qu'on peut dire entre autres de l'intelligence artificielle. Ces programmes informatiques par lesquels on confère à des objets l'intelligence humaine ont le vent en poupe. Aucun secteur n'est épargné, puis-je dire, leur avantage est d'aller plus vite
que les humains dans l'exécution des tâches, un couteau à double tranchant pour certaines opinions qui trouvent en cette révolution technologique une extermination du genre humain. Ces programmes seraient une menace pour les emplois, estiment ces voix. Faut-il voir en ces machines des concurrents ou des auxiliaires? On en parle ce matin avec mon invité, Johannes Roussinou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes ingénieur en génie électrique. Vous êtes responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Bénin Excellence, une structure qui est financée, pour ainsi dire, par la Fondation Odon Valley. Bien sûr, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur TH Matin. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous parlons donc d'intelligence artificielle avec vous. Déjà, dites-nous, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que ça nous apporte comme avancée? Alors, l'intelligence artificielle peut être définie comme toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour permettre à un système informatique de simuler l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous apporte? Notamment l'automatisation des tâches. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut qualifier d'ingrates que nous pouvons faire, qui bouffent beaucoup de notre temps, qu'aujourd'hui nous pouvons confier à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet également de gagner en temps par rapport à un certain nombre de problèmes. Si je prends le domaine de la santé, aujourd'hui dans nos hôpitaux, vous pouvez faire un examen de radiologie et attendre des jours avant que le radiologue ne puisse vous faire le diagnostic. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dès que le scannage est fait, on peut confier ça à une machine, à un ordinateur qui, en un rien de temps, va vous sortir le diagnostic et va vous permettre de pouvoir être pris en charge. Est-ce que c'est le souci de gagner du temps seulement qui nous amène à développer ces programmes informatiques, ou est-ce également un problème de ressources humaines qu'on cherche à combler à travers ça? Oui, les deux, parce qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où on manque de main-d'œuvre. Si je prends des domaines comme le domaine agricole, parfois, pour des gens qui ont des exploitations agricoles très vastes, il manque de main-d'œuvre pour pouvoir faire les récoltes. Donc les gens réfléchissent à des solutions de mécanisation agricole, de drones qui vont permettre de semer automatiquement, de récolter automatiquement quand les fruits sont mûrs et tout ça. Donc il y a le problème de la ressource humaine et il y a aussi évidemment le problème du temps. Il y a beaucoup de tâches que nous pouvons faire qui sont chronophages. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller vite et même très vite. Cela dit, aujourd'hui, je le disais en introduction, est-ce qu'il y a un domaine aujourd'hui qui échappe à l'intelligence artificielle, ou est-ce que tous les secteurs sont déjà conquis en quelque sorte? Tous les secteurs aujourd'hui sont conquis par l'intelligence artificielle puisque c'est la dernière révolution en date. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur dans lequel vous pouvez évoluer sans avoir un minimum en informatique, savoir utiliser un PC, savoir utiliser Internet. Aujourd'hui, ce sera la même chose. Aujourd'hui, demain et après-demain pour l'intelligence artificielle, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez avoir un minimum de connaissances en intelligence artificielle et surtout dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle afin d'augmenter votre production pour aller votre rendement ainsi pour aller toujours plus vite. Puisqu'on en parle déjà, dites-nous, intelligence artificielle, l'intelligence humaine qu'on confère à des machines à travers des programmes informatiques, est-ce qu'on peut en arriver à dire que ces machines peuvent surpasser les hommes même en termes d'intelligence et être ces génies-là qu'on ne pourra plus maîtriser? Bon, c'est une question philosophique. Ma réponse à moi, c'est non, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans l'homme. C'est l'homme qui programme l'intelligence artificielle. Après tout, c'est l'homme qui sait quelle est l'orientation qu'il veut donner à son intelligence artificielle. Il sait ce qu'il veut en faire. Donc, après tout, l'homme a encore la possibilité de cadrer ça s'il le veut. Maintenant, on voit beaucoup de science-fiction où les machines deviennent autonomes, prennent le dessus sur l'homme. C'est de la science-fiction. L'homme a la possibilité de cadrer tout ça. Il suffit pour les êtres humains de se mettre ensemble et de légiférer et de penser à toutes les questions philosophiques, éthiques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Sinon, pour moi, l'intelligence artificielle n'a pas à surpasser l'être humain.
l'être humain demeure encore la source de toute intelligence. Quand vous parlez de science-fiction, mais quand on sait que ceux qui élaborent ces programmes informatiques, ceux qui travaillent donc à leur conférer l'intelligence humaine ne sont pas du même niveau intellectuel que tout le monde, est-ce que dans la société on ne peut pas retrouver ces machines à côté d'autres humains qui seraient moins performants et qui se verraient donc supplantés par des machines? Oui, c'est possible. Déjà, je crois que ChatGPT, dans sa dernière version, est arrivé premier à l'examen du barreau, je crois aux États-Unis, donc a surpassé tous les gens qui étaient candidats à cet examen, tout simplement parce que il est branché à un serveur, à une base de données qui est très grande. Donc l'être humain a quand même est limité par sa mémoire, donc on ne peut pas tout garder. Lui, il est connecté à Internet. Ça dit qu'il y a eu un concours où oui, bien sûr, un programme informatique est arrivé premier devant des êtres humains. Devant des êtres humains, tout simplement parce qu'il a une capacité de réflexion, mais en réalité une capacité de calcul beaucoup plus avancée et une mémoire beaucoup plus grande. Sinon, l'être humain, puisque c'est l'être humain qui a programmé la machine. Donc l'être humain, de par son intelligence, peut toujours trouver les moyens de contourner cette machine-là et d'être toujours plus au top. Est-ce que ce n'est pas déjà déloyal de voir des programmes informatiques concourir avec des hommes? Oui, on peut se dire la chose, mais déjà, ça ne date pas de maintenant. Quand il y a eu la révolution industrielle, déjà, les machines ont remplacé la force musculaire, la force ouvrière d'un certain nombre d'ouvriers dans les industries. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Il fut un temps où les gens, pour avoir de l'eau dans les maisons, étaient obligés de recourir à ce qu'on appelait des porteurs d'eau. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'il y a la Soneb et tout ça. Donc, chaque temps avait sa révolution. Et cette révolution supprime des emplois, mais aussi ancrée. Et c'est là où je pense qu'il faut beaucoup plus appesantir quelles sont les opportunités nouvelles que nous donne l'intelligence artificielle et s'y mettre beaucoup plus tôt et ne pas être dépassé. Déjà, avant de venir à cette crainte, à cette menace que représenteraient ces programmes pour les emplois, est-ce qu'au Bénin, nous avons commencé par mettre en place un dispositif pour être à ce rendez-vous? Oui, bien sûr, au Bénin, il y a plusieurs initiatives. Déjà, le gouvernement béninois, à travers le ministère du numérique, a mis en place la stratégie nationale d'intelligence artificielle où beaucoup de choses sont mises en œuvre, beaucoup de cadres sont mis en place pour permettre à tous ceux qui sont dans le domaine et qui font des recherches de pouvoir faire leurs recherches. Parce que l'un des problèmes que nous avons, ce sont par exemple les données. On n'a pas assez de données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Donc beaucoup de choses sont mises en œuvre par le gouvernement béninois. Et toutes ces actions sont aussi accompagnées par des ONG qui s'impliquent dans la formation, telles que Bénin Excellence, la Fondation Vallée, le CAEB qui organise des formations pendant toute l'année scolaire et aussi pendant l'été où on rassemble plus de 100 jeunes béninois et africains qui sont formés pendant un mois aux outils d'intelligence artificielle afin qu'ils puissent aussi, après, penser à des solutions novatrices et offrir aux Béninois des solutions IA pour leurs problèmes. Pendant que nous sommes en train de former ici au Bénin, sur d'autres cieux, l'étape de la formation est dépassée. On est déjà dans l'expérience de ces programmes informatiques-là. Est-ce qu'il y a des craintes qu'on soit dépassé, nous aussi au Bénin, qu'à un moment donné, pendant que nous sommes encore à l'étape embryonnaire, que dans plusieurs autres pays du monde, qu'on soit déjà loin à des années-lumière de nous, pour qu'on soit obligé d'amener les nôtres à aller se faire former au niveau de ces pays-là? Oui, vous avez raison, il y a une crainte, mais si je dois courir avec quelqu'un, que la personne avance sur moi, si je ne me mets pas à courir, c'est sûr que je ne vais pas le dépasser. Donc, à un moment donné, il faut que nous nous réveillions, que nous mettons aussi dans la course. Il ne s'agira pas de réinventer la roue, parce que beaucoup de choses sont déjà faites. Nous pouvons nous inspirer de ce qui est déjà fait pour trouver des solutions à nos problèmes, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans notre contexte béninois, dans notre contexte africain. Et les autres, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, les Russes, ne vont pas forcément réfléchir à ces problèmes-là pour nous. Donc nous devons nous mettre au travail
et faire beaucoup de recherches, adapter les solutions existantes déjà à nos problèmes dans notre contexte. Vous avez commencé par parler des emplois qui disparaissent, en tout cas. Qui vont disparaître. Qui disparaissent et qui vont continuer par disparaître. Quels seraient les défis aujourd'hui de l'homme ou de l'humanité en termes d'emploi face à cette concurrence de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour ne pas se retrouver désuets, en quelque sorte inutiles, parce que des machines occuperaient l'espace, seraient capables de tout faire et mieux qu'eux? La première chose que l'homme doit faire, c'est d'être innovant, c'est d'innover. Déjà, nous devons, par rapport à notre système éducatif, commencer par identifier les métiers qui seront de moins en moins sollicités et de commencer par freiner la volonté des nouveaux bacheliers à entamer ces genres de filières-là, parce qu'ils vont étudier et en fin de cycle licence, en fin de cycle master, ils ne vont pas trouver de boulot. Il faut plutôt commencer à voir quels sont les nouveaux métiers, quels sont les métiers d'avenir où l'IA est indispensable et commencer par orienter les gens le plus tôt possible. Mais je crois que ça fait partie de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle développée par le gouvernement béninois. Comme je l'ai dit, on peut voir l'IA comme un adversaire, mais on peut aussi le voir comme un ami qui va nous permettre d'améliorer beaucoup notre situation économique, sociale, par rapport à la santé, par rapport au domaine agricole, à la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, le tout va dépendre de comment on appréhende l'intelligence artificielle, comment on veut l'utiliser dans nos vies pour résoudre nos problèmes. Vous disiez tantôt qu'il faut tenir compte des notions, en tout cas, du contexte philosophique et tout ça là, et pourquoi pas légiférer par rapport à l'utilisation de ces machines. Vous êtes à l'Assemblée nationale où les députés se réunissent pour prendre des textes de loi. Qu'est-ce que vous pouvez déjà suggérer dans ce sens en matière de législation pour que tous les secteurs ou tout ne soit pas ouvert à ces machines au point que l'homme qui devrait avoir ces machines à son service puisse être celui qui sert plus tôt? Vous avez soulevé un point important. Déjà, le gouvernement béninois a fait un grand effort avec le code du numérique, mais qui est plus général par rapport à tout ce qui est informatique numérique. Je pense qu'il faudrait légiférer de façon plus précise sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui dans sa chambre, grâce à son téléphone ou bien avec son ordinateur portable, peut générer des images trompeuses, des vidéos trompeuses, des voix trompeuses. Il faudrait, par rapport à tous ces nouveaux défis face à l'intelligence artificielle, développer des lois beaucoup plus précises pour empêcher tout ce qui est cyberarnaque, parce que c'est quelque chose qui est très développé. Aujourd'hui, des gens reçoivent des appels, ils croient que c'est leurs parents, envoie-moi de l'argent, ils envoient et après le parent dit c'était pas moi. Donc tout ça est possible aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Au moment où certains l'utilisent pour créer des solutions, pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé, d'autres l'utilisent aussi pour faire de mauvaises choses. Donc c'est un couteau suisse, on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal. Donc il revient à nos dirigeants, à nos députés, ceux qui font la loi, de réfléchir dans ce sens, d'y associer les techniciens de la chose. Et je crois que une loi pourra bien encadrer ça. Dès que quelqu'un tombe dedans, il subira les conséquences de la loi. Johannes Onsi, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on puisse conclure? Alors, je tiens à dire qu'il ne faut pas voir l'intelligence artificielle comme un adversaire, il faut le voir comme un outil, comme tant d'autres qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Je crois que si aujourd'hui, on devait être encore à la machine à taper pour saisir le nombre de rapports qu'on a à faire chaque jour, ce serait complètement infernal. Donc, voyons en l'intelligence artificielle une opportunité d'aller plus vite dans tout ce que nous faisons, une opportunité pour améliorer nos rendements, pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé, la sécurité, la défense face à tous ces défis-là que nous avons aujourd'hui. Légiférons pour contrecarrer tous ceux qui veulent l'utiliser de manière malveillante. Et je crois que l'intelligence artificielle est une opportunité. Le gouvernement béninois fait de son effort. D'autres ONG aussi le font pour vulgariser la chose, pour faire de la pédagogie pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, l'adoptent et l'utilisent de façon éthique.
Merci à vous, Juarez Oncinon. Vous êtes ingénieur en génie électrique. Vous êtes le responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de Bénin Excellence, une structure, entre autres, sous le regard de la Fondation Odon Valley. Merci d'avoir pris part ici, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nous sortons, nous n'étions pas dans l'artificiel, nous sommes dans le réel. Il paraît qu'il arriverait un jour que cela existe déjà, où des programmes informatiques présentent des éditions d'information et font beaucoup d'autres choses. J'espère qu'un jour TH Matin ne sera pas présenté par un robot. Et TH Matin pour le moment, puisque c'est nous les hommes qui les gérons, je retrouve un autre homme, chair et os, Polo Aounou sur la toile, où également, oui, l'intelligence artificielle se trouve, mais où les humains interagissent beaucoup sur des sujets donnés. Allons vers la toile, au rythme, je vais dire, de Asike. Sukweo Minonjo Oton mi tonton ledo Asi chesi ronton Alo maime wedon Tagbahoa Bonu wedo si on ti megbenjae Oh yeah Doken Yue Udo ite wenchobo hodi dogolue Ite wesu basi hume Agote budoe Be hold on me Be hold on me Ite wejo chérie Ite wejo darling Tronado Hawaii Wedo Ete weso Njua we atunomuma Uwe chukwado Koke klembo donumi Ako baterie bami Atanterie gomie Oh yeah yeah Mede bokwe botal ba hono wadi Asike oto we wadoni Donye kwe ni pono ton Asike si home domi kaka boto si kwe chegwi Onye uwe zondye Yema tou Osuzan le koko do hoton le swa momi Odon mi dona otisi Fonyo odo sumo lop meche enode Sansan bata Polo Aounou, en chair et en os, en guézo et en glélé. Comme diront certains, quand j'étais au lycée Bienvenue à Porto-Novo, on se plaisait à dire certaines choses. Je suis là en guézo et en glélé, nous sommes à Porto-Novo, pourquoi pas en Tofa et en je ne sais quel autre roi. De toutes les façons, le roi le plus connu à Porto-Novo, c'est Tofa, bon, Théagmani, et si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Bon, je suis heureux de vous avoir en chair et en os, disais-je, avec mon invité, que ce ne soit pas avec un robot que je suis en train de parler. C'est toujours plus vrai et plus frais, même s'il y a un gain à aller avec ça. Sur la toile, différents sujets ont présenté des intérêts, on nourrit les commentaires. Nous allons parler d'abord de la direction départementale de l'industrie et du commerce qui, suite au niveau de la Takora Donga, bien sûr, suite à cet arrêté ministériel qui interdit les boissons alcoolisées en sachet plastique, a commencé par descendre sur le terrain. Nous saluons d'abord cette direction de la Takora qui est rentrée à la phase répressive en ce qui concerne ce phénomène qui est en train de ruiner nos frères dans les hameaux de notre pays. Nous invitons les autres directions également à aller très rapidement dans la même direction que la Liborie.
passé l'étape de communiquer. Et maintenant, ceux-là qui vendent la mort, parce que moi j'appelle ça la mort, ces produits toxiques qui ruinent nos frères, qui deviennent carrément inconnaissables et tout ça. Et maintenant, ces produits sont saisis. Pour le moment, il me semble que les contrevenants ne sont pas encore punis pour le moment. Et on doit penser également à les punir parce que le Béninois, quand le bâton on ne met pas le bâton derrière le Béninois, il se dit, bon, quand on va m'arrêter seulement, ils vont saisir, je vais reprendre. Or, en 2 semaines, tout ce qu'ils ont perdu, ils peuvent récupérer. On espère qu'on n'en arrivera pas là et que cette répression à la douce, comme le font les autorités aujourd'hui, sera chose comprise par les contrevenants et ils vont comprendre l'utilité de la chose, se rétracter avant que les peines d'emprisonnement ne commencent par suivre. Voilà, une importante quantité de boissons alcoolisées en sachet saisies. Ça se passe dans la Liborie où la direction départementale de l'industrie et du commerce de la Takura Donga. Et l'information a été rapportée par BIP Radio dans la matinée du mardi 28 mai. À en croire les précisions apportées sur cette situation, plusieurs boutiques auraient été visitées par les éléments de cette direction sous tutelle du ministère du Commerce. La première étape a eu lieu le lundi à Nati Tengu, la seconde le mardi à Bukumbe. Et puis selon les confidences qui ont été faites par le directeur départemental, en Tarupara, les personnes concernées sont priées de se rapprocher de la direction pour la suite de la procédure. Il a tout de même indiqué que des poursuites judiciaires ne seront pas engagées pour le moment. Essentiellement, nous appliquons les amendes. C'est quand les cas sont suffisamment graves que nous enclenchons la procédure avec l'avis du procureur de la République, a expliqué au micro de BIP Radio le directeur départemental du commerce de la Takura Donga. Rappelons que ces différentes saisies font suite à l'arrêté, comme vous venez de le dire, l'arrêté du ministère du commerce et de l'industrie portant interdiction de la production, importation et distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Les boissons qu'on appelle Azota, tout ce qui va avec, Tombeau et consorts. En commentaire, nous avons Mathias Merinto qui met... Moi, je souhaiterais moi, je souhaiterais que les autorités donnent un délai aux commerçants pour que ces derniers puissent libérer les stocks qu'ils avaient sur eux avant la sortie de la note de service qui interdit la vente de ces boissons. Pensons à ce qu'ils ont dépensé dans l'achat. Quand moi j'ai lu ce commentaire, j'ai sursauté. J'ai dit, mais dis donc, comment on peut en arriver là? On dit que c'est du poison. Vous demandez à ce qu'on laisse les gens qu'ils puissent libérer le stock sur le marché, que les gens en consomment d'abord. Ce qu'ils ont dépensé par rapport aux vies humaines qui en pâtiraient, qu'est-ce qui serait plus coûteux? Heureusement que sur les réseaux sociaux, il y a aussi certaines personnes qui réfléchissent. Jules Laroussinou qui dit donc qu'ils continuent à empoisonner la population. Si vous connaissez le ravage que font les maladies de foie au Bénin, vous n'allez pas demander une seconde de plus. Notre jeunesse est en train d'être décimée en silence. Et David Laloy qui dit n'oubliez pas les ati-quincui dont les jeunes se donnent au quotidien. Ça détruit la vie. Hippolyte Abel Bossouron, quant à lui, écrit « Bon boulot, surtout, venez à Abomey. C'est urgent. Et vous allez faire le constat. Ne baissez pas les bras pour cette opération. Il faut aller jusqu'au bout, pas seulement à Abomey. Venez chez nous ici également à Porto Novo et à Cotonou. » Oronce Guédégbé qui met « Si vous ne fermez pas les boutiques des daguets, c'est que produits frelatés ne manquera jamais. » KLM Demi qui met « Ceux qui vendent Sodabila, quand vous regardez la vie de vos clients, ça vous plaît, ayez pitié de vos clients. » Premier sujet bouclé, Xavi est parti du FC Barcelone, vous êtes content? Ouais, ben, ça, je ne le cache pas. Nous sommes contents. Vous avez réclamé le départ. Le coaching de Xavi, vous avez réclamé qu'il parte suite à son coaching qui n'a pas été concluant. Heureusement que Laporta, le président de Barcelone, a écouté nos cris de cœur et a compris que le problème de Barcelone, c'est le coaching. C'est le coaching et un club de cette envergure a besoin d'un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Xavi il reste beaucoup à Xavi n'a qu'à retourner au championnat français pour acquérir beaucoup d'expérience et revenir peut-être après. Mais là, nous avons trouvé une pelle rare anti-flic. J'espère que vous n'allez pas revenir ici décrier aussi le coaching du nouveau. Bon, on espère, vu le parcours de cet homme, vu son parcours, c'est celui-là qui a donné un sextuplé au Bayern en une seule saison.
Je ne veux pas rappeler ce cauchemar que Barcelone a connu grâce à cet entraîneur. Donc, je ne souhaite pas rappeler. Il a donné le gourmet à FC Barcelone, maintenant il vient pour réparer ça. Et quand on voit son parcours, l'équipe nationale de l'Allemand, il a gardé le Bayern de 2019 à 2022. Charlie Thomas va vous rappeler le score 8-2. Bon, je ne sais pas. Au FC Barcelone. Je ne sais pas de quoi. Bayern de Munich, FC Barcelone, c'était 8-2. Je ne sais pas. Donc, il s'appelle Hans-Dieter Flick. C'est bien ça, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il est désormais l'entraîneur de Barcelone. Nous le voyons en image avec Laporta, le président du club. Et puis, sur la page de FC Barcelone, on met Hansi Flick. Bienvenue à bord. Ensuite, c'est les premiers mots de l'entraîneur, c'est qu'il dit « Je suis fier d'être au Barça. C'est un club merveilleux et incroyable, vraiment. Nous partageons la même vision, la même possession et le même football de qualité. » Le Barça a la Masia. Et je vous rappelle, la Masia, c'est l'école de formation de Barcelone. Si vous voyez, les plus grands joueurs de Barcelone ont pris par là. Quand vous prenez Messi, les Pedri, Lamine Yamal aujourd'hui qui fait la fierté du club, il a pris par la Masia, l'une des meilleures académies du monde. Notre mission est donc d'améliorer tous les joueurs, a dit Hansi Flick. Et puis nous le voyons également, avec le maillot du Barça greffé Hansi Flick. Et c'est suite au limogeage, comme vous venez de le rappeler, de Xavi et qui est parti. Et vous voyez, Xavi au Barça, c'est fini. C'est suite à son limogeage que le président du club a fait appel à Hansi Flick. En commentaire, Ahmed Bamba Flamini, mais le football rapide sera au rendez-vous au Barça. Il est temps de changer notre style de jeu que je n'en peux plus avec notre style tiki-taka. Toutes les équipes maîtrisent et savent comment il faut jouer pour battre le Barça. Je suis très content d'avoir un entraîneur comme Flick. Lui, il aime la rapidité, jouer vers l'avant et marquer beaucoup de buts. Joël de Gaulle, Ouedraogo qui met parler de Hansi Flick sans mentionner les 8-2 est purement un manque de respect envers cet entraîneur qui va bientôt s'excuser auprès des fans du FC Barcelone. En toute sincérité, les supporters du Real Madrid ont fait un meilleur choix de supporter le Real. Fran Ahmed Blé qui dit les voisins font exprès de se moquer alors qu'en réalité ils ont peur, raison pour laquelle ils priaient jour et nuit pour que Xavi reste, mais leur prière n'a pas été exaucée. Ambroise Di Popito qui dit nous, supporters de Real Madrid, nous condamnons avec la dernière énergie cette nomination qui pourrait arrêter la domination du Real Madrid en Liga et nous appelons au rétablissement de Xavi comme entraîneur pour le bonheur de la Maison Blanche. Mais pour le moment, le Real prend acte de cette nomination et va suivre son évolution. On espère que cette arrivée annoncée au Real de Madrid avec Mbappé aura du répondant par ici avec Hans qui rejoint... On attend la signature effective du contrat de Mbappé. On va revenir en parler. Rapidement, le troisième sujet. Le troisième sujet, c'est un sujet de faits divers. Et c'est un internaute qui pose un problème et qui a souhaité que les internautes l'aident à trouver des solutions. Elle dit exactement ceci. Je suis une femme de 28 ans et je suis avec un homme depuis 4 ans. Vraiment, nous vivons heureux et maintenant que nous sommes au stade de parler mariage, on l'informe que pour des raisons traditionnelles, il doit épouser une fille de son village et vivant au village. N'étant pas d'accord, on lui fait comprendre qu'il ne peut pas y déroger. Personne ne savait cela, même pas ses parents. Cela vient des vieux du village qui doivent s'occuper normalement de notre mariage traditionnel. Comment faire? Nous allons lire les commentaires des internautes. Il ne s'agit pas de nous, puisque le problème est posé pour les internautes. Et voilà ce que quelques-uns ont répondu à cette dame de 28 ans. Audric Sama écrit, si tu comprends l'homme, c'est que tu as menti et toi-même tu vas pleurer avec lui. C'est la partie là qui est bizarre. Colombe Mbouta qui dit, c'est toi qui l'embrouille ma chérie. C'est un message qu'il te fait passer. Il a déjà une femme de son village qu'il veut épouser et pas toi. Fadimatou Masha Allah qui dit, la famille a bien préparé le coup avec le vieux du village et ton mari est complice. Donc, sauve-toi avant l'AVC. Puis, il y a une page dénommée Mon avis, façon
qui dit « Avec du recul, la vie m'a montré qu'il faut accepter ce genre de nouvelles. Ça fait mal, mais c'est mieux de le savoir maintenant. Quelque chose qui peut te tuer si tu n'as pas écouté Dieu et sa façon d'organiser les choses. Tu vas souffrir. Quelqu'un qui n'est pas autonome de ses décisions, quelqu'un qui est surpris, conseille l'homme, c'est la protection de sa femme. Si déjà il ne s'est pas décidé par lui-même, c'est pas toi qu'il pourra protéger. Il y a trop de souffrance quand l'homme n'est pas chef. Accepte. Je dirais la même chose, parce que si l'homme n'est pas d'accord, ce n'est pas évident qu'on lui impose un mariage. C'est vous qui acceptez au dernier ressort. Il a même une stratégie simple qu'il pourrait utiliser. Ainsi, tant qu'il n'est pas d'accord avec ce mariage, cette femme qu'on lui impose depuis le village, qu'il aille voir les anciens. Et s'il a un peu de thunes, il va calmer les esprits. Je partage entièrement l'avis du dernier internaute. Je pense que le monsieur n'est pas sincère avec lui-même. Ce n'est pas le village, ce n'est pas mes oncles du village qui décident de la femme. Le village a un argument. Pas du tout. Il a certainement son autre plan qu'il n'a pas voulu, il n'a pas eu le courage de dévoiler à sa femme. C'est dommage. Moi, je trouve même que c'est poltron, une femme avec qui vous êtes resté lâche, avec qui vous êtes resté 4 ans, et c'est pratiquement la veille du mariage que vous sortez un argument aussi bidon. Bon, je demande à la dame, vous savez, il faut savoir quitter les choses. C'est clair. C'est difficile, mais la solution pour elle, c'est de partir. Il vaut mieux gérer le gourmet maintenant que de rester d'insister pour après avoir des conséquences plus lourdes. Mesdames, courage à vous. Il y a un choix à faire. Je pense que les internautes vous l'ont conseillé. Prenez votre mal en patience et puis continuez votre chemin. Il y a peut-être le meilleur qui vous attend. Mesdames, messieurs, le meilleur vous attend, c'est sûr. C'est pourquoi nous ouvrons la journée avec TH Matin. Le meilleur dans la journée reste à venir avec nos différents programmes. Pour Polo, la semaine, c'est déjà terminé. Nous retrouvera lundi sur TH Matin, bien sûr. Maintenant, les couleurs de l'Assemblée nationale, toujours au poste. Moi, je vous retrouve demain au poste. Ce sera vendredi, ce sera le week-end. Un plateau spécial. Restez des nôtres. Excellente journée à vous.